Membres des syndicats du crime, parlons Star Wars. Je suis très content de vous retrouver les amis pour parler de Maul Shadowlord. Comme chaque vendredi à 18 h, on revient sur les 2 épisodes de la semaine pour que je vous donne mon avis, la note sur l'échelle du Jar Jar et surtout qu'on débatte ensemble en commentaire. Petit rappel pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou qui découvrent la chaîne, n'hésitez pas à nous rejoindre pour faire grossir la communauté. C'est le meilleur moyen de me soutenir si jamais vous aimez ce que je fais. Cochez la cloche pour être prévenu de la sortie des vidéos. Et si vous aimez ce que vous voyez, likez la vidéo, ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup. Donc merci d'avance les amis. On n'attend pas plus longtemps, replongeons-nous tous ensemble dans les épisodes 3 et 4 de Maul Shadowlord. Bon, j'ai déjà bien développé et analysé le style visuel de la série dans ma vidéo de la semaine dernière, donc je vais pas y revenir, mais j'aimerais démarrer par la mise en scène, que je trouve absolument magnifique et qui est un aspect rarement mis en avant dans un projet animé. On avait tout de suite remarqué le gros travail de recherche de Lucasfilm Animation en ce qui concerne la direction artistique dans les 2 premiers épisodes, mais là on note une vraie attention dans la réalisation, avec des plans très travaillés, et surtout une recherche constante d'iconiser toujours plus le personnage principal. Parce qu'autant la semaine dernière, je vous ai beaucoup parlé de nouveaux personnages qui nous sont introduits dans la série, mais clairement, celui qui va crever l'écran sur ces 2 épisodes, c'est bien Maul. Et quelle classe honnêtement, dans absolument toutes ces apparitions, on sent qu'ils ont cherché à magnifier l'aura du personnage, dans la lignée du travail de George Lucas sur la menace fantôme, où à chaque fois que Maul apparaissait, on sentait quelque chose qui se passait chez le spectateur, de sa toute première apparition holographique, jusqu'à son entrée dans le Duel of the Fates avec la musique de John Williams. Laissez-nous régler ça. Faisons le tour, venez. On peut difficilement faire mieux que ça en termes d'aura, en ajoutant à ça le fameux reveal de son crâne cornu. Je me souviens parfaitement de la réaction de la salle à ce moment-là, avec un oh de fascination qui émanait des spectateurs. C'était une de mes premières émotions de cinéma. Et donc là, on est véritablement dans le culte du personnage, qui est tout le temps stylisé ou iconisé, à commencer par cette introduction de l'épisode 3, où même lorsqu'il essaye de se donner une image plus assagie et apaisante, il est tout de même très inquiétant. On sent une tension permanente dans la scène qui accompagne le personnage de Maul, toujours représenté avec grandeur, en surplomb de la caméra, donnant ce sentiment de domination permanente et de menace grandissante. Ce qui se poursuit dans l'échange avec Devon, où une grande partie du temps il est totalement caché dans l'obscurité. On n'entend que sa voix, mais on a la sensation, comme la jeune Padawan, que le personnage est véritablement omniprésent. Qu'il est en fait à ce moment-là l'entièreté de l'ombre qui entoure et encercle Devon Izara, une ombre pesante et tellement intense que même la lumière du sabre laser n'éclaire que très peu la pièce. Ça image tout le travail de manipulation de Maul qui plonge ce qu'il espère être sa future apprentie dans l'obscurité la plus totale afin que cela devienne également son monde et la coupe entièrement de son lien avec la lumière. Ça fait écho au plan de fin d'épisode, encore une fois iconique de Maul, qui se trouve entre Devon et la lumière, avec l'ombre de sa tête qui assombrit la Padawan et son destin, et on voit toute la symbolique de ce plan qui place Maul en obstacle inévitable pour Devon à pouvoir suivre son chemin vers le côté lumineux de la Force. On en reparlera un peu plus tard. Bon, on n'avait pas forcément besoin de nous rappeler que Maul était un combattant féroce, mais sa scène d'entrée dans le repère des Pikes est ultra classe. C'est violent, on sent toute la puissance et la maîtrise du perso avec son sabre, autant divisé que réuni, ce qui laisse entrevoir beaucoup de possibilités et de diversité dans les styles de combat. D'ailleurs, j'adore l'utilisation de son sabre laser face aux tirs de blaster et tout le sound design qu'ils ont mis sur le contre des tirs avec la lame. Je trouve ça super bien fait et c'est des petits détails qui font toute la différence sur ce genre de scène. On a aussi la petite scène avec le droïde caméra de la police de Janix qui cherche Maul et qui finira malheureusement pour lui par le trouver. Et c'était classe de voir comment Maul détruit le droïde vu de sa propre caméra. Encore une fois, un choix intéressant de réalisation. Et pour revenir rapidement sur le style visuel de la série et rajouter quelques éléments que je trouve vraiment intéressants, on a cette ambivalence entre ce style très pictural et donc un peu abstrait de la série qui vient en opposition avec un réalisme presque terrien de l'environnement de Janix.
Avec son policier gorgé de café, ou les véhicules qui se déplacent au sol ou sur des routes plutôt que dans les airs, ou encore ce stade où va se jouer le match du fils du capitaine Lawson, on cherche à nous ancrer avec beaucoup de repères dans une réalité plus concrète que les autres projets Star Wars, mais avec un style toujours plus abstrait, et je trouve ça audacieux de la part du studio. Je sais pas encore si j'aime ça ou si j'aurais préféré avoir un design plus réaliste ou tout du moins plus défini, et je pense que je me prononcerai définitivement en fin de saison. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a un vrai travail et une volonté de proposer quelque chose d'original aux spectateurs, et ça, quoi qu'il en soit, c'est très appréciable. Ça se remarque également dans la scène du combat entre Devon Izara et Maul en fin d'épisode 3, où j'ai l'impression qu'il mélange plusieurs techniques, à l'instar de l'animation, qui est partagée entre peinture et 3D, et là on a l'impression d'avoir de la motion capture, comme dans le combat entre Maul et Ahsoka, mais avec la vitesse de l'animation plus classique, comme on a eu droit dans les premières saisons de The Clone Wars. C'est particulièrement impressionnant sur les expressions du visage, où on sent ce réalisme assez incroyable, et on se dit que les techniques d'animation de Lucasfilm ont une fois de plus évolué pour nous amener toujours plus haut dans le niveau de leur projet animé. Et j'en parle tout de suite, mais quelle scène finale entre la montée avec tous les transmetteurs de la police qui sonnent, la trahison qu'on comprend de tout Boots et l'arrivée du destroyer stellaire gigantesque qui progressivement envahit le plan pour bien montrer à quel point l'Empire va s'imposer sur la planète. Tout ça avec la musique géniale de Kevin Keener qui monte en pression. J'en ai eu des frissons, c'était top. Je finirai de parler de la réalisation et de la mise en scène pour revenir sur les symboliques de plans, comme j'ai pu vous en parler pour les scènes avec Maul, et je voudrais vraiment souligner ce travail car il participe clairement à l'écriture et au développement des personnages. C'est jamais gratos. Comme la scène où Lawson est dans les travées du stade pour voir le match de son fils et où il préfère rester dans l'ombre du couloir alors que sa vraie vie et ce qui serait bon pour lui est représenté par Riley en pleine lumière. On le voit vraiment partagé entre ombre et lumière comme Devon en fin d'épisode 2, ce qui peut nous indiquer que lui aussi devra faire un choix entre son fils et son métier. Sa image en tout cas l'attrait qu'a Lawson pour ce monde criminel obscur, c'est pour ça qu'il a choisi ce métier, et ça peut témoigner aussi du profil un peu autodestructeur du personnage, accro au café, les yeux rougis par le manque de sommeil, et passant totalement à côté de son fils pour se réfugier dans ce milieu sombre et sale qu'il côtoie de par son métier. Et est-ce que la série va développer le pourquoi de ces choix de Lawson ? Eh bien, on peut l'espérer, car il y a sûrement à creuser de ce côté-là. Parce que s'il y a bien une chose que je trouve également très réussie pour le moment, c'est bien l'écriture des personnages. Leur introduction a été très réussie et désormais on se penche sur leur développement personnel, mais également relationnel, et je trouve ça une nouvelle fois super avec deux fortes dynamiques qui se dégagent. La première, c'est bien sûr le triangle Maul, Devon, Daki, pour voir ce que va devenir le destin de la Padawan. On sent bien toute l'habileté de Maul qui appuie là où ça fait mal pour convaincre Devon de remettre en question tout ce qu'elle a connu. On a vu dans les 2 premiers épisodes les questionnements qu'elle pouvait avoir sur son devenir et la façon de mener sa vie. Elle qui est si jeune et ayant la vie devant elle, ça lui sera à mon avis difficile d'accepter de passer l'intégralité de son existence dans l'ombre et réduite à la mendicité. Contrairement à son vieux maître Daki, qui sans lui faire offense est plus près de la fin que du début de sa vie et qui a dû connaître l'âge d'or des Jedi avec une existence bien remplie et aujourd'hui un état de fatigue atténuant sa capacité à se révolter. Maul a bien entendu tout compris et n'a qu'à pousser un peu les propres envies inavouées de Devon, de changer sa vie et sa condition actuelle, et son meilleur argument pour la faire basculer progressivement est bien entendu de lui proposer de combattre l'Empire et Sidious pour faire changer les choses. Ce qui lui donnerait l'impression de toujours servir le bon côté de la force, mais ce qui impliquera insidieusement à terme d'employer les méthodes de Maul pour mener la lutte et la fera basculer lentement mais sûrement du côté obscur. C'est ça son plan à mon avis. D'autant plus qu'on sent les prédispositions de Devon à utiliser sa colère, ce qu'attendait Maul dans son affrontement avec elle, comme un combat d'entraînement avec une main dans le dos et ne cherchant qu'à exacerber son ressentiment. Mais écoutez, on est à l'épisode 4, elle n'a toujours pas basculé et reste très attachée à son maître blessé, donc le build-up est vraiment progressif, intéressant. Est-ce qu'ils vont nous surprendre quant à la direction du destin de Devon ? En vérité, toutes les options sont valables, donc j'ai hâte de voir la suite, même si de façon peut-être un peu perverse, on aimerait qu'elle bascule quand même, on va pas se mentir. En tout cas, c'est le grand retour du Maul politique et manipulateur. On vient de le voir avec Devon faisant vraiment preuve de douceur et d'habileté pour arriver à ses fins. Mais il tente également de rallier Lawson à sa cause en jouant sur son aversion pour l'Empire afin d'établir sur Janix une nouvelle base arrière pour le collectif de l'ombre, comme il l'avait fait sur Mandalore,
mais pour le moment, ça a l'air mal barré. Même si peut-être que Maul ne désespère pas d'arriver à retourner Lawson, car au moment du déjà iconique « Je vous souhaite une belle mort », on voit que Rookcast, qui visait Lawson, décale son blaster pour tirer sur le droïde juste à côté de lui, dans l'objectif peut-être de le laisser en vie. Nous verrons bien. La deuxième dynamique, c'est bien sûr l'évolution de la relation de Lawson avec Two Boots, qui est vraiment touchante, car on sent chez le droïde une véritable fidélité pour son supérieur, mais leur désaccord sur la question du respect du protocole et d'impliquer l'Empire dans l'enquête va les diviser et les inciter à faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, comme désactiver Two Boots pour Lawson et contrevenir aux ordres du capitaine pour le droïde. Et on se doute que ça a sincèrement dû lui coûter, vu qu'il a une photo de lui en compagnie de Lawson sur son bureau, pour indiquer qu'il est sa seule famille, faisant écho à la photo de Lawson sur son bureau avec sa femme et son fils. Two Boots cachera cette photo avec les différents documents administratifs qu'il a à traiter, imageant le fait que son devoir passera avant son amitié. Encore une fois, on a une belle métaphore à l'image qui creuse en plus la relation assez émouvante entre les deux personnages. Et ce que je trouve très fort, c'est que malgré ces nombreux dialogues qui illustrent les manipulations de Maul et le développement des relations entre les personnages, le rythme de la série est très bon. On s'ennuie jamais, que ce soit dans les temps censés être forts, mais également dans les temps soi-disant faibles. Alors bon, heureusement que sur des épisodes d'une vingtaine de minutes, on s'ennuie pas, mais là c'est au-delà de ça. Tous les passages de dialogue, que ce soit entre Maul et Devon, Devon et Daki, Lawson et Two Boots, franchement, il n'y a rien à acheter. C'est bien écrit, c'est mature, on s'ennuie jamais, on demande qu'à en savoir plus, donc sincèrement, c'est top. Et les scènes d'action et de combat sont vraiment très bonnes. J'ai adoré la tension entre le collectif de l'ombre et les forces de police de Janix pendant que Maul parle à Lawson via l'hologramme, et bien sûr la violente fusillade qui s'ensuit. On a vraiment l'impression d'être dans les films d'action policière des années 90 avec ce genre de scène. L'intervention de Two Boots avec l'officier Reb face aux Pikes et au collectif de l'ombre est également très intéressante. On nous montre toute l'étendue des qualités de Two Boots, qui peut s'avérer être un allié redoutable dans sa lutte contre les criminels. Et le combat entre Maul et Iko Diodaki est également passionnant, avec on sent la difficulté qu'éprouve Maul à se défaire d'un adversaire expérimenté, mais qu'il arrive quand même à vaincre en y laissant tout de même quelques plumes avec ses jambes mécaniques endommagées. Va-t-on avoir droit à une 4e paire de jambes pour Maul? On verra ça au prochain épisode. On sent le clin d'œil à tout le lore autour du personnage et son passé, depuis qu'Obi-Wan lui a privé de ses jambes naturelles sur Naboo. Et d'une manière générale, la question du lore est, je trouve, plutôt bien développée et enrichie dans cette série. On a d'abord la confirmation des événements passés, avec Maul qui confirme lui-même l'assassinat de son frère et de sa mère. Bon, on n'avait pas trop de doutes sur Savage Opress, vu que sa mort de la main de Sidious avait eu lieu dans The Clone Wars, qui dans les faits a un degré de canonicité très fort, mais on pouvait se poser des questions sur la tentation de vouloir faire revenir la mère Talzin, mais à moins d'un gros retournement de situation maintenant, elle a bien été terrassée par le général Grievous, comme dans le comics, le fils de Dathomir. J'apprécie que la continuité de l'histoire de Maul soit respectée, avec une zone qui reste à explorer, qui à mon avis fera l'objet de comics. C'est ce qui se passe entre son évasion du Venator à la fin de The Clone Wars et son apparition dans Shadowlord. Il évoque donc le fait d'avoir voulu se cacher chez les Pikes alors qu'il était seul et faible, mais qu'au lieu de le protéger en vertu de leur alliance, Mark Krim, leur chef, aurait tenté de le faire tuer. Il procède donc à son remplacement en plaçant à la tête du syndicat le capitaine Kalt, qui sera désormais un dirigeant à la botte de Maul. Il a l'air donc d'essayer de reformer le collectif de l'ombre, à voir quelle sera sa prochaine cible désormais, le Soleil Noir, les Hutt, l'Aube écarlate, ou même pourquoi pas les Mandaloriens. En tout cas, j'ai très envie de continuer à creuser cette histoire, commencée il y a un moment maintenant. Elle m'a toujours très intéressé. Surtout qu'on attend des réponses notamment sur sa pleine prise de contrôle de l'Aube écarlate, comme constaté dans Solo. On continue à voir le lore se développer donc, et encore plus quand il s'agit d'amener un nouveau sport dans l'univers. Arrive donc le Botkin, un des rares sports d'équipe évoqués dans l'univers Star Wars canon et Legends confondus. C'est selon les créateurs un mélange de pelote basque et de lacrosse, un sport universitaire américain qui ressemble à du hockey sur gazon dans les airs, pour essayer de faire simple. Dommage qu'on ne voit pas véritablement ce qui se passe sur le terrain, mais une fois de plus, on cherche à nous amener des éléments faisant écho à notre monde pour les transposer dans l'univers et ainsi enrichir le lore, ce qui est toujours appréciable. Le lore même de la série grandit, avec les mystères concernant la vie familiale de Lawson et notamment ce qui s'est passé avec son ex-femme, qui, on l'apprend, travaille désormais pour l'Empire. Donc est-ce qu'on va la retrouver
pourquoi pas dans un rôle d'antagoniste, ça pourrait être intéressant. Et ça nous projette donc forcément sur la semaine prochaine avec cette arrivée effective de l'Empire contacté par Two Boots qui va sûrement faire prendre une autre dimension à la série qui jusqu'à présent restait sur Janix, mais désormais avec l'Empire, ce sont les grandes intrigues galactiques qui vont débarquer. On aura donc normalement l'arrivée des premiers inquisiteurs qui vont traquer Maul, Daki et Devon, et ça va être intéressant de voir la réaction de Lawson et Two Boots aux agissements de l'Empire sur Janix. Pour terminer avec le lore, je voulais vous donner deux petites références qu'on a pu retrouver dans les épisodes. La première, c'est le thé de Cassius que propose Maul à Devon en début d'épisode 3 et qui est une boisson qu'on peut retrouver dans The Clone Wars. C'est Prévisla qui la propose à Maul au moment de leur rencontre officielle, notamment pour qu'il se remette de ses blessures et de la greffe de ses nouvelles jambes après le combat avec Obi-Wan sur Florum. C'est la boisson qui accompagna le début de l'alliance entre Maul et la Death Watch, donc c'est un clin d'œil intéressant au moment où Maul propose une alliance à Devon. La seconde, c'est quand Crim menace Vario de le donner à sa horde de Nexus sauvages en cas de trahison. Et les Nexus, ce sont les créatures qu'on peut retrouver dans l'attaque des clones, avec un spécimen particulièrement agressif qui a infligé d'énormes griffures à Padmé dans l'arène de Geonosis. Bon, ça a coûté cher en mercurochrome, mais elle s'en est bien remise, vous inquiétez pas. Et si je devais chipoter un peu, je vous dirais que personnellement, je trouve l'animation des combats au sabre très belle, mais un peu trop rapide à mon goût, ce qui fait moins réaliste que l'affrontement entre Maul et Ahsoka sur Mandalore, où je me souviens avoir pris une vraie claque en reconnaissant les mouvements de Raypark en motion capture, ce qui donnait un rythme un peu plus lent au combat, mais tellement réaliste, qui m'avait vraiment marqué à l'époque, et pour moi, on n'a pas fait mieux en animation encore. À part ce micro-détail, vous l'avez compris, j'ai adoré ces deux épisodes, on n'a qu'une envie, c'est de binge-watcher toute la série, et ceux qui vont faire ça vont se faire vraiment plaisir, je pense. Mais nous, on a le plaisir de la découverte et de l'excitation chaque semaine, donc c'est pas plus mal. Ça nous laisse le temps d'échanger et qu'on puisse se dire ce qu'on en pense en commentaire, donc je vous attends. Donnez-moi vos impressions sur ce début de série et ce que vous espérez pour la suite, ça m'intéresse. Concernant la note sur l'échelle du Jar Jar, je vais rester sur un 15 sur 20 pour ces deux épisodes comme les deux précédents. C'est une très bonne note pour ce début de série qui n'attend que des événements plus conséquents pour véritablement monter. Mais si la base est à 15, on va voir jusqu'où ça va nous mener, j'ai bon espoir. Voilà les amis ce que je pouvais vous dire sur les épisodes 3 et 4. Si jamais vous appréciez ce que je fais et vous souhaitez me soutenir, n'oubliez pas, abonnez-vous si c'est pas fait, cochez la cloche pour rien manquer, likez et surtout commentez pour qu'on débatte. La chaîne est faite pour ça. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et n'oubliez jamais, parlons Star Wars, que la force soit avec vous. Ainsi ai-je parlé. J'ai besoin que quelqu'un me dise où est ma place dans tout ça.